commence, etc. Oui. Alors, pendant que... S'il vous plaît, si vous voulez S'il vous plaît. Pendant que M. Duprat s'installe sur la tribune avant, j'ai la tâche difficile de vous rappeler les consignes sanitaires, surtout à l'égard des chaises. Il est important de conserver votre place, la place que vous avez choisie au départ et au début de la journée, parce qu'à chaque fois que quelqu'un change d'endroit, l'organisation de l'hôtel doit retirer la chaise, désinfecter la chaise avant qu'elle puisse être disponible pour quelqu'un. Donc, ça serait vraiment important pour assurer que tout le monde a une place assise pour le restant de la journée, d'éviter de changer de chaise. Et je vous demande de réserver ça pour le prochain mariage auquel vous assisterez et vous jouerez à la chaise musicale à ce moment-là. Sans plus attendre, je vais vous présenter notre conférencier midi, notre conférencier vedette, M. Jérôme Duprat. Vous pouvez aller vous installer sur la tribune. M. Duprat, ça sera très, très court. On veut vous entendre le plus longuement possible. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jérôme Duprat est diplômé en géographie et en biologie. Il est professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Il est membre, bassiste d'ailleurs, du groupe des Cowboys fringants. Il est engagé dans de nombreuses causes environnementales et c'est le héros de mes enfants. Alors, je vous présente M. Jérôme Duprat. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Mes enfants ne pensent pas la même chose, malheureusement. Alors, merci à toute l'équipe de la Régie pour cette chaleureuse invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui, de vous partager quelques réflexions que j'ai sur la transition écologique au Québec. Et je salue vraiment cette initiative de la Régie d'entamer, de poursuivre la réflexion sur l'inclusion des bénéfices non énergétiques dans les pratiques. Alors, je démarrerai de façon très, très large en vous montrant cette photo intitulée « La bille bleue de Blue Marble », qui a été prise en 1972 par la mission Apollo 17. C'est la première photo de la Terre qu'on a pu saisir dans son ensemble. Et je vous la montre parce que les années 70, ça a été la naissance du mouvement environnemental contemporain. Après les 30 glorieuses, les années d'après-guerre où on avait développé nos industries de façon accélérée, on a commencé à se rendre compte à la fin des années 60 des impacts des activités humaines sur l'environnement. Donc, plusieurs lanceurs d'alerte, des drapeaux rouges se sont levés et nous ont dit qu'il faut revoir la façon dont on gère nos ressources naturelles parce qu'il y a des limites à la croissance. En 1970, le 22 avril, on a célébré le premier jour de la Terre. Greenpeace a été fondé l'année suivante. En 1972, il y a une réponse politique au Québec avec la première loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur la protection du territoire agricole en 1978. Donc, ça a été les premiers balbutiements, les premiers engagements sérieux du Québec en matière d'environnement. Et il est important, 50 ans plus tard, de poser un diagnostic. Est-ce que nos efforts de l'époque et depuis ont porté leurs fruits? Avons-nous été capables de rétablir, de penser notre croissance à l'intérieur des limites de la biosphère? Alors, je crois, tout comme moi, que vous connaissez la réponse. Eh bien, malheureusement, si on regarde d'un point de vue des changements climatiques, eh bien, on est sorti littéralement de cette fourchette historique. Ici, une reconstitution de l'atmosphère dans le à peu près dernier million d'années, corrélée avec l'évolution de la température ressentie à la surface du globe. Donc, vous voyez que la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère est le principal facteur corrélant à la température. Donc, cette fourchette a oscillé entre 180 et 300 particules par million dans le dernier million d'années. Et en 2017, nous avons franchi le cap des 400 particules par million. Et au taux actuel des émissions de gaz à effet de serre, nous atteindrons peut-être d'ici le milieu de ce siècle les 600 particules par million. Donc, je vous laisse tracer la courbe de l'évolution du climat et penser à quelles seront les conséquences de ces changements climatiques. Bien malheureusement, en science, on aime parler de l'ensemble des pressions de façon uniforme et on ne parle pas de changement climatique à l'heure actuelle, on parle plutôt de changements globaux. Parce que la dynamique des changements climatiques, elle est concomitante à, par exemple, l'érosion de la biodiversité. Le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques nous disait il y a moins de 2 ans
qu'il y a un début d'effondrement de la biodiversité et jusqu'à 1 million d'espèces fauniques, floristiques sont en danger d'extinction d'ici la fin du prochain siècle. Et de plus en plus, dans la communauté scientifique, on parle d'une 6e phase d'extinction à la surface du globe, la dernière, la 5e, ayant causé la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc, c'est une tendance de fond très, très lourde dans laquelle nous sommes engagés. Les changements globaux, ce sont les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, mais également la pollution systémique. Vous voyez ici les courants verts danser sur le lac Erie. Eh bien, ce sont des algues bleues et vertes, des cyanobactéries qui se développent en raison des charges eutrophisantes trop élevées dans ce lac-là. Nous avons la même problématique dans le sud du Québec. On peut penser à toutes sortes de polluants qui sont maintenant de façon systémique dans notre territoire. Notre empreinte sur la planète est telle qu'au début de l'année, nous apprenions que maintenant, le construit humain, l'ensemble de nos routes, de nos bâtiments, du plastique qu'on produit, c'est plus pesant, c'est plus lourd que l'ensemble de la nature, l'ensemble des animaux, des insectes, des forêts, des écosystèmes. C'est pour montrer à quel point nous avons une emprise sur la planète. Donc, récapitulons un peu notre modèle d'interdépendance avec la nature. Nos sociétés et notre bien-être sont intimement liés à la santé des écosystèmes et de la biodiversité. Et en raison de ces changements globaux, des perturbations, nous avons altéré 75 % des territoires terrestres, 66 % des territoires marins et 1 million d'espèces sont menacées. Donc, il faut aujourd'hui être très conscient de cette situation et envisager notre futur en termes d'impact et d'adaptation. Non seulement ces changements sont dans une situation problématique, mais ils n'auront pas une progression linéaire. On ne peut pas calquer le passé pour prévoir le futur. Et un des exemples de ça, ce sont les points de bascule, les points d'irréversibilité. Lorsqu'on discutait au début des années 2010 de ces points de bascule que sont, par exemple, le blanchiment des récifs de coraux, l'accélération des feux de forêt dans la ceinture boréale, le changement des courants marins, les fontes accélérées des glaciers, la fonte du pergélisol, on se disait, ça va arriver lorsque notre climat pré-industriel va avoir été augmenté de 3 degrés Celsius. Cette étude, publiée dans Science, montre que 9 de ces points de bascule, avec une augmentation de 1,1 degré Celsius, sont déjà engagés. Une autre étude, publiée l'an dernier, nous démontre quels sont les impacts pour l'être humain des changements climatiques et nous dit que d'ici la fin de ce siècle, 5 milliards de personnes sur la planète auront un accès fragilisé à l'agriculture, à leur alimentation. 4,5 milliards, un accès fragilisé à l'eau potable. La Banque mondiale nous disait la semaine dernière que nous nous retrouverons bientôt avec 200 millions de réfugiés climatiques directs, donc des gens qui ont perdu leur résidence, leur ville, village, en raison de la montée du niveau des mers, de l'érosion côtière, mais il y aura aussi des réfugiés indirects, par exemple des agriculteurs qui, dû au nombre de sécheresses augmentées, devront devenir des migrants climatiques. Au Forum économique mondial, au sommet de Davos, juste avant la pandémie, en janvier 2020, pour la première fois dans l'histoire de cette organisation, on mentionnait que les 5 principales menaces aux systèmes économiques mondiaux et à la santé humaine étaient de nature environnementale. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité, les catastrophes naturelles, les catastrophes causées par l'être humain. Cette élite scientifique et économique a reconnu les impacts pour l'économie de ces perturbations environnementales. Ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont 200 des plus grands journaux scientifiques en sciences de la santé et en médecine qui ont publié, il y a 2 semaines, un éditorial commun. Et dans cet éditorial, on encourage à accélérer la lutte au changement climatique et à la réduction de gaz à effet de serre, à s'attarder à la protection de la biodiversité. Et leur conclusion, c'est de dire que malgré la préoccupation nécessaire pour lutter contre la COVID-19, nous ne pouvons plus attendre que la pandémie passe pour réduire rapidement nos émissions. Donc, c'est un constat qui est très, très dur. Et depuis les années 70, de mon point de vue personnel, et je crois qu'il est partagé autant en sciences que dans la société civile, c'est un aveu d'échec que nous devons faire pour notre engagement pour le bien-être de la planète. Aujourd'hui, nous sommes à une croisée des chemins au tournant des années 2020 et on doit se demander comment faire pour assurer une transition écologique pour le Québec. Nous pourrions passer des semaines ensemble à discuter, discourir, débattre des différents chemins de la transition. Aujourd'hui, je veux juste donner un petit éclairage sur 2 des principales perturbations environnementales, soit les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité.
Ici, c'est une façon schématisée de voir quels sont les scénarios élaborés par le plus récent rapport du GIEC. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, nous dit que nous avons des chemins d'émissions pour les prochaines années. Donc, il y a des scénarios plus catastrophes d'augmentation des émissions, il y a des scénarios statu quo, il y a des scénarios de réduction plus lente et d'autres plus rapides, mais ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'il y a un seul de scénarios qui est le plus optimiste, qui nous dit qu'on va respecter les accords de Paris, soit de limiter l'augmentation de la température sous les 1,5 degrés Celsius. Et quelle est cette courbe? Vous la voyez à votre droite, c'est celle du bas. Donc, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande d'atteindre la carboneutralité en 2050, mais par la suite, d'être carbonégatif, de continuer à faire des séquestrations. Donc, ça, c'est la recommandation scientifique. Qu'en est-il au Québec? M. Donsky nous en présentait ce matin les principales directions. Mais regardons une petite perspective historique depuis l'année de référence de nos engagements internationaux, soit 1990. Donc, vous voyez les points bleus et vous voyez la tendance de réduction qu'on a été capable de faire dans les dernières 30 années. On a réussi de diminuer d'environ 9 nos émissions de gaz à effet de serre. Et si nous suivons cette tendance-là, et je vous rappelle que nous avons investi, notamment dans les années 2010, plusieurs milliards de dollars dans les plans d'action sur le changement climatique, on n'est pas resté les bras croisés, on s'est quand même investi. Et si nous suivons cette tendance, en 2050, c'est environ 20 de nos émissions par rapport à 1990 que nous aurons réduit. À l'automne dernier, le gouvernement lançait le Plan pour une économie verte, qui est le bras armé de notre société pour lutter contre les changements climatiques. 6,7 milliards de dollars avec des chantiers comme l'électrification des transports, l'efficacité du bâtiment, des transitions industrielles. Et ce plan-là, bien qu'il soit ambitieux à bien des égards, nous amène quand même dans une trajectoire de réduction de 40 des cibles en 2050 et en seulement 40 du respect de la cible de 2030 également. Ce que nous disait M. Donsky ce matin en présentant son rapport, c'est qu'on doit être beaucoup plus sérieux dans l'atteinte de nos objectifs et de réellement changer les racines de nos économies, les racines de nos façons de prendre nos décisions. Et il y a espoir ici parce que les modélisations démontrent qu'on est capable d'y arriver. Donc, je ne vais pas m'attarder et revenir sur la présentation de ce matin, mais il y a quelques éléments, quelques éclairages bien personnels que je voudrais donner. Donc, en 2050, on nous dit que pour y arriver à cette carboneutralité, dans les grands secteurs d'émissions, par exemple en transport, on doit réduire de près de 90 près de 60 au niveau industriel, 90 en bâtiment. Donc, on doit accélérer les technologies sobres en carbone et également agir pour diminuer la demande. Un autre point qui, pour moi, est très important, et j'écrivais une chronique dans l'actualité il y a quelques semaines pour réagir au rejet du gouvernement pour le projet GNL. Et je prenais cet exemple-là, non pas pour le démoniser, mais pour montrer qu'on doit mettre fin aux incohérences, mettre fin aux boulets climatiques. Lorsqu'on s'engage collectivement dans des grands projets, dans des infrastructures, nous nous verrouillons dans nos émissions de gaz à effet de serre. Je donne un exemple très concret. Nous avons, à bien des égards du point de vue environnemental, décidé de construire une cimenterie à forte émission de gaz à effet de serre. Eh bien, une seule année d'émission de cette cimenterie équivaut à l'ensemble des gaz à effet de serre qu'on sera capable d'éviter par le fonctionnement du REM sur 25 ans. Donc, c'est ça des incohérences. Et aujourd'hui, nous avons rejeté, un peu à la pièce GNL Québec, mais nous devons revoir notre gouvernance environnementale, et je réfère à ce que disait M. Ribault, on doit passer des tests climat à l'ensemble de nos projets. On ne peut plus gérer à la pièce. Lorsqu'on réfléchit sur le troisième lien, qui n'a pas de support scientifique démontrant la pertinence climatique, eh bien, on doit lui aussi le mettre dans cette vision carboneutre 2050. Une autre perspective que j'aimerais donner, 2050, c'est demain matin. Je vous rappelle, lorsqu'on a commencé à s'asseoir ensemble au niveau international pour parler d'environnement en 1992 au sommet de Rio, et il y en a découlé le protocole de Kyoto, les conventions sur la diversité biologique, sur la désertification, sur les changements climatiques, c'était il y a 30 ans. C'était hier. 2050, c'est demain. Et demain, en 2050, non seulement devons-nous être carboneutres, mais dans les années suivantes, nous devons séquestrer. Nous devons être carbonégatifs. Donc, évidemment, il y a des
des technologies qui peuvent nous y amener et il faut les encourager, mais il y a une technologie naturelle qu'il ne faut pas oublier, c'est celle des infrastructures naturelles. Utiliser la nature, les écosystèmes pour séquestrer le carbone. Le processus de photosynthèse est peut-être la technologie la plus efficace dont nous disposons. Il y a même une littérature scientifique qui nous dit que de 30 à 40 de la lutte au changement climatique passera par ces solutions naturelles. Une étude publiée cet été pour l'ensemble du Canada montrait un grand potentiel de notre territoire pour ces solutions naturelles, que ce soit au niveau agricole, au niveau des milieux humides, des prairies et des forêts. Ce que vous voyez comme point vert, c'est notre capacité à séquestrer du carbone si nous intervenons actuellement. Si nous mettons en place l'ensemble de ces stratégies, bandes riveraines élargies, recours au semi-direct, conservation, restauration des milieux humides, pratique de foresterie durable accélérant la séquestration de carbone, eh bien, en 2030, annuellement, nous pourrons séquestrer 8,5 mégatonnes de carbone, ce qui est 10 de réduction par rapport à 1990. C'est majeur. Et j'attire votre attention sur les coloris, parce qu'à côté de chaque solution pour les changements climatiques, pour la séquestration de carbone, il y a des barres de couleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces barres de couleurs-là? Ce sont les co-bénéfices que ces solutions génèrent également. Lorsqu'on plante une bande riveraine élargie, on séquestre du carbone avec les arbres, mais on offre des nouveaux habitats pour la biodiversité, pour la pollinisation. On filtre les polluants, le lessivage des champs, des polluants sédimentaires ou moléculaires. On améliore la qualité de l'eau. Donc, ces co-bénéfices, c'est ici que je veux vous amener parce que je crois que des bénéfices non énergétiques, c'est intimement lié à cette question de services écosystémiques. Les services écosystémiques, prenons ensemble une marche dans ce paysage montérégien. Et si l'on dépose sur ce paysage la grille des services écosystémiques, comment on est capable de désagréger ce paysage en éléments d'utilité pour l'être humain? Il y a une première case, des services de support, d'auto-entretien, comme par exemple le cycle des nutriments, la formation de la biomasse, la formation des sols. On a des services d'approvisionnement très tangibles, des produits forestiers ligneux ou non ligneux, comme du sirop d'érable, des biens alimentaires. Il y a des services de régulation, comme la capture de carbone, la filtration des polluants, le contrôle des crues, de l'érosion, la régulation de la qualité de l'eau et finalement, des bénéfices culturels, l'appréciation du paysage, la possibilité de réaliser des activités récréatives, un patrimoine culturel agricole. Et ce concept de service écosystémique, maintenant, c'est un incontournable dans les politiques environnementales, internationales, nationales et même plus locales. Pourquoi? Parce que ça devient une très bonne façon de voir comment nous utilisons notre territoire. C'est une très bonne façon de vulgariser nos interdépendances également. Et lorsque M. Bourque nous disait, eh bien, on pourrait réfléchir à des analyses coût-avantage, on peut aussi faire le jeu de prendre des modèles, des approches, des théories économiques et d'essayer de quantifier de façon monétaire ces services écosystémiques. On peut le faire à plusieurs échelles. Nous disposons de plusieurs approches scientifiques. Avec mon équipe, on a fait une analyse des contributions des plus de 400 000 arbres publics, des arbres de rue, des arbres dans les parcs de la Ville de Montréal. Et lorsqu'on regarde ces infrastructures naturelles, les arbres évitent des eaux de ruissellement qui diminuent des épisodes de surverse d'égouts, vont stocker du carbone, vont séquestrer des polluants atmosphériques comme l'ozone et les particules fines. Et chaque année, ces filtres naturels, ces structures génèrent 4 millions de dollars de bénéfices. Il y a même la Banque TD qui a fait une analyse des forêts urbaines des villes de Toronto, d'Halifax, de Montréal et de Vancouver. Et dans son analyse, des 100 millions d'arbres qui constituent ces forêts urbaines nous disent que les services écosystémiques qu'ils rendent valent 58 milliards de dollars. Et cette analyse, elle n'est pas naïve parce que les banques, les assureurs émettent des politiques d'assurance et veulent comprendre quel est le rôle de l'infrastructure naturelle dans notre adaptation au changement climatique. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi de la conclusion de cette étude, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on investit $1 dans notre forêt urbaine, on en retire entre 2 et 13 $ de bénéfices environnementaux. C'est un investissement payant de choisir la nature. Nous avons fait une étude pour regarder quelle était la valeur des services écosystémiques non marchands, donc pas de produits forestiers, alimentaires, mais vraiment ce qui constitue un peu la qualité de vie
de nos environnements, hein, des espaces esthétiques, de l'eau potable. Et lorsqu'on regarde la qualité de l'air, l'approvisionnement en eau, le traitement des polluants, le contrôle de l'érosion, eh bien, chaque année, notre ceinture verte, notre trame verte du Grand Montréal nous fournit pour 2,2 milliards de dollars de ces bénéfices totalement gratuitement. On a fait le même exercice pour des milieux humides où les milieux humides ont une valeur économique foncière, une valeur économique commerciale. On peut y faire croître, y cultiver de la canneberge, prélever de la tourbe, d'autres types de prélèvements, notamment au niveau de la chasse et de la pêche, mais aussi une dimension de service écologique. On a étudié plusieurs bassins versants. Celui de la rivière Bécancour ici a été modélisé en sous-parcelles de 50 km² pour chacune desquelles on est capable d'évaluer la valeur de services comme prévention d'inondations, séquestration sédimentaire et refuge de biodiversité. Et on montre que finalement, il y a une moyenne de 4 700 $ par hectare de ces bénéfices-là qui ne sont supportés que par très peu de politiques et par aucun marché économique. Aujourd'hui, nous sommes rendus avec des outils très sophistiqués pour modéliser, quantifier, évaluer économiquement ces services écosystémiques. Dans une collaboration avec l'Université Stanford, nous avons appliqué un modèle co-développé avec eux, le modèle MESH. Le modèle MESH, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? C'est qu'il digère énormément de données géomatiques, biophysiques, et ensuite, il va nous produire des cartes de production de services écosystémiques. Alors ici, ça, c'est le territoire de Communauté métropolitaine de Québec. Et regardez, on est capable de voir où se produisent différents de ces services-là. La qualité de l'air, le contrôle de l'érosion, la production acéricole, le cycle des nutriments, l'agrotourisme. Nous avons fait le jeu de calculer quelles étaient les retombées économiques de ces services-là. Et vous irez lire le rapport pour voir le montant. Le point qui m'a vraiment enchanté de ce projet-là, c'est que la Communauté métropolitaine de Québec a eu envie de rendre disponibles ces données-là et d'influencer ensuite des outils de prise de décision sur l'aménagement du territoire. Schéma d'aménagement des MRC, plan d'urbanisme des municipalités, réflexion sur l'aménagement de notre territoire. Et dans sa géosuite, qu'elle rend disponible à l'ensemble de ses membres et au public, on peut choisir notre service écosystémique, les hotspots de production. Donc, on est rendu assez poussé dans notre façon de considérer de façon écologique, environnementale, économique et même sociale les services écosystémiques. Et je vous dirais que malheureusement, plus on est capable de lever des pierres et de creuser d'un point de vue scientifique, plus les diagnostics qu'on pose sont difficiles. Dans un rapport publié en février dernier, le rapport Dasgupta, commandé par le gouvernement britannique, une équipe de chercheurs très, très importante qui a publié ce rapport qui fait 600 pages, a regardé les systèmes économiques de 140 pays de 1992 à 2014. Et le rapport montre que sur cette période de temps, nous avons augmenté de 100 %. Donc, nous avons doublé l'économie productive, donc l'économie de production de biens. Au niveau donc le capital productif. Au niveau du capital humain, nous avons, sur cette même période, augmenté de 10 %. C'est quoi le capital humain? C'est nos capacités, l'éducation, nos habilités à participer à l'économie. Et au niveau du capital naturel, donc l'ensemble des écosystèmes, des forêts, des milieux humides, des friches, des territoires agricoles, qui nous fournissent ces éléments de bien-être, eh bien, nous avons diminué de 40 %. Et cet effondrement, il est international, mais il est aussi national. On a produit une étude qui remonte jusqu'aux années 60 pour voir l'état de la connectivité écologique, donc l'état de la possibilité pour des espèces animales de circuler dans le territoire montréalais. Eh bien, cette connectivité écologique des années 60 à 2010, elle a diminué de 80 %. Une étude qui me chavire à chaque fois que je la consulte et que j'y pense, c'est l'équipe de Dominique Berthaud à l'Université du Québec à Rimouski, qui a regardé en fait le potentiel des aires protégées du Québec pour faire des refuges de biodiversité dans la perspective de changement climatique. Les changements climatiques, c'est une augmentation de la température, donc les aires de répartition d'espèces vont forcément migrer vers le nord. Et les espèces qui constituent ces écosystèmes vont migrer aussi. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de la compétition avec les espèces indigènes qui elles-mêmes vont soit disparaître ou migrer vers le nord. Donc, on est appelé à avoir un turnover, un changement d'espèces. Dominique et son équipe nous disent qu'en 2070, c'est dans 50 ans. Okay? Regardez ce graphique-là. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que dans la moitié des aires protégées du Québec, dans le sud du Québec, le turnover va être de l'ordre de 80 %.
Vous allez prendre une marche sur le Mont-Royal, dans les montagnes montérégiennes, au Mont-Tremblant. Vous avez une chance sur 2 que vous vous y promeniez et que 8 espèces sur 10 ne soient plus les mêmes qu'aujourd'hui. Imaginez cette marche que vous prenez en forêt avec vos enfants. Là, on va faire de l'agisme. On va dire, quand j'étais jeune, ce n'était pas ces espèces-là, mais c'est pour vous montrer l'urgence et la gravité de la situation. Comment on peut y réagir dans notre perspective de transition écologique d'un point de vue de la biodiversité? Il faut protéger notre territoire. C'est le premier socle. Je pense qu'on peut se féliciter collectivement parce qu'en décembre dernier, on a été seulement la 2e province à respecter notre objectif d'Aichi de préserver 17 % de notre territoire. Notre prochain objectif, c'est 30 % en 2030. Il y a évidemment des critiques à faire. On a protégé beaucoup dans le nord du Québec où c'est relativement plus facile de protéger parce que dans le sud, ce sont des tenures de terres privées. Il y a beaucoup d'arbitrage pour l'utilisation des terres, mais on doit protéger les écosystèmes qui sont près de nos milieux de vie. Deuxième point, avec mon équipe chez Habitat, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit, oui, il faut protéger, mais la situation est tellement grave, on a perdu 80 % de notre connectivité écologique, il faut aussi penser à restaurer. Et la restauration d'écosystèmes, actuellement, elle n'est prescrite que dans la loi sur les milieux humides et hydriques, de façon assez, limitative, et également au niveau des espèces menacées. Mais il n'y a pas de débat public, il n'y a pas d'engagement de la société civile, des pouvoirs publics dans un réel agenda de restauration. Et juste pour montrer par l'exemple quel est le potentiel de restauration sur notre territoire, nous avons évalué que dans la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, il y a 11 000 sites de restauration potentielle. Donc, je crois qu'il faut être capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Protégeons ce qui nous reste, mais restaurons ce qui est possible d'être restauré également. Il y a même des études, ici ça a été fait par mon collègue Andrew Gonzalez à l'Université McGill, qui est un mandat donné par le ministère de l'Environnement qui s'intéresse à la connectivité écologique. On l'a perdu, mais comment on reconnecte notre territoire? Parce que cette connectivité, c'est ça qui va nous permettre de limiter les turnovers dans le temps. Et regardez ici, ce sont les patrons de migration, c'est les autoroutes pour différentes espèces, pour l'ours noir, la martre, la grenouille des bois, la salamandre. Donc, nos connaissances sont là, nos outils sont là, on connaît très, très bien où protéger, où restaurer, comment connecter. Ça nous amène à une feuille de route collective pour un plan sud pour le Québec, une feuille de route qu'on a établie ensemble avec des organisations scientifiques non gouvernementales. Dans la région de Montréal, on l'a libellé le mouvement Ceinture verte. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, il faut protéger notre territoire. Il faut le connecter avec des corridors naturels, de la foresterie durable, des pratiques agro-environnementales, du verdissement urbain. Il faut donner accès à ces territoires-là à la population. Il faut sensibiliser. Et avec ça, ce chantier-là, eh bien, on tape sur plusieurs clous en même temps. On est capable de séquestrer du carbone, de préserver la biodiversité, de générer une foule de services écosystémiques. On a trop longtemps, par contre, opposé économie et écologie. Parce que pourquoi on ne favorise pas ces services écosystémiques alors qu'on comprend très bien leur valeur économique, sociale, environnementale? C'est qu'il n'y a pas de dispositif pour les internaliser. Et c'est qu'aujourd'hui, on réfléchit sur ces questions-là, comment, dans nos pratiques réglementaires, personnelles, corporatives, on est capable d'intégrer ces agendas. On est capable, dans une certaine mesure, au niveau national, un niveau macro. On l'a déjà fait avec la loi sur les milieux humides et hydriques qui nous dit qu'on ne doit avoir aucune perte nette de superficie, mais aussi de fonction qui nous donne des services écosystémiques. On met en place une stratégie nationale sur l'aménagement du territoire. Nous sommes en pleine consultation. La stratégie sera pour le printemps prochain et j'espère qu'on sera capable de décloisonner les silos pour penser notre territoire de façon uniforme. À un niveau de la biodiversité, de la faune, le ministère de Forêt-Fonds-de-Parc avait des données sur la gestion de la faune au point de vue économique qui n'étaient que sur le prélèvement. Donc, aux yeux de notre gouvernement, la faune n'a de valeur que si elle est prélevée. On est en train, avec la nouvelle politique de la faune, de penser à d'autres indicateurs, l'observation, la préservation. On éclate notre façon de regarder la biodiversité. À une échelle méso, donc à une échelle régionale, on est aussi capable de reconnaître les services écosystémiques, les bénéfices naturels, par exemple, dans des schémas d'aménagement, dans des processus d'évaluation environnementale, on en a parlé tout à l'heure, et à des échelles plus fines, on est capable de saisir ces valeurs-là dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, des paiements pour services écosystémiques. Le gouvernement
a mis l'automne dernier 125 millions de dollars de nouvel argent dans le plan pour une agriculture durable qui vise expressément à soutenir des pratiques agro-environnementales fournissant des services écosystémiques. Nous sommes là. Comment saisir également? C'est peut-être aussi dans une révision de la tarification énergétique qui va embrasser plus large et internaliser certains de ces facteurs. C'est pas impossible, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une lubie d'universitaire. En 2015, le bureau de Barack Obama émettait un MOU qui disait que désormais, dans chaque projet financé par l'État fédéral, il devrait avoir une analyse des services écosystémiques, comme le gouvernement américain l'avait fait en 1980 pour demander que tout projet financé par l'État fasse l'objet d'une évaluation d'impact environnemental. Donc, je vous disais qu'à problème complexe, les changements globaux, il n'y a pas de solution unique et tout le monde est impliqué, tout le monde est dans le même bateau, qu'on soit le président des États-Unis, qu'on soit au niveau d'acteurs de la faune, de la flore, de l'agriculture, de l'énergie, mais je pense qu'il y a aussi la société civile et même des artistes qui peuvent s'engager dans cet agenda de transition écologique. Et je voulais vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui, on parle de bénéfices non énergétiques, mais moi, avec mon groupe, je fais des bénéfices non culturels. Donc, depuis 25 ans, on parcourt les routes de la francophonie. On a eu le privilège de vendre 1,5 million d'albums, jouer devant 6 millions de personnes. Nous sommes une entreprise culturelle. Nous engageons 20 personnes directement et autant de contractuels. Donc, nous avons, c'est un modèle d'affaires, le modèle de la culture, mais nos valeurs nous ont poussés ailleurs. On s'est dit, nous avons la chance d'avoir une tribune, nous avons la chance de pouvoir faire de la musique, et ces valeurs-là, on veut les transposer en chansons. Pour ceux qui connaissent notre œuvre, vous savez qu'on a des chansons engagées, mais on a voulu aussi les transformer en action. On a créé la Fondation Cowboys Fringants en 2006, et ce qu'on a fait comme première étape, c'est de dire, les gens de partout dans le Québec, partout dans le monde qui viennent nous voir, utilisent une voiture et émettent des gaz à effet de serre. Donc, à notre kiosque de produits dérivés, on leur demandait leur habitude de transport. Et dès 2007-2008, on a été capable de comptabiliser l'impact de gaz à effet de serre de nos concerts. Et on s'est mis à compenser pas juste nos émissions, mais celles de l'ensemble de notre public, qui pour une tournée représente 23 millions de kilomètres. Donc ça, c'était un aller-retour Terre-Soleil. Donc, on a compensé ça et de plus en plus, on s'est collé sur la science, on s'est collé sur des agendas de bénéfices non culturels et un des projets dont je voulais vous parler, c'est notre projet de plantation de 375 000 arbres pour souligner le 375e anniversaire de Montréal. Un projet qu'on a initié avec le Jour de la Terre, la Fondation David Suzuki. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, bien, trouvons de l'argent pour planter ces arbres dans une perspective additionnelle. Essayons de trouver des endroits où on peut les planter, dans les ruelles, dans des parcs, dans des terres agricoles. Donnons-nous la meilleure science pour savoir quel arbre est à planter au bon endroit, mais qui s'inscrit aussi dans un réseau de connectivité écologique. Plantons-les, suivez-les. Suivons-les. Donc, ce qu'on a fait, bien, on a fait ce qu'on sait faire de mieux pour financer ça. On a fait des concerts à bénéfices. Notre campagne a été lancée au Centre Bell avec des amis artistes. On a réuni 12 000 personnes qui ont acheté des billets, pas en dollars, ils ont acheté des billets en arbres. Donc, ça coûtait 1 arbre pour être au balcon, 5 arbres au parterre, et ça nous a permis de planter les 50 000 premiers arbres avec ce concert. On a continué notre chemin, on a été à Laval, au Centre de la nature, et on a demandé à la Ville de restaurer 3 hectares au Centre de la nature en plantant 10 000 arbres et arbustes plutôt que d'être payés. Et on a continué ça pendant des années, et aujourd'hui, nous avons atteint, même dépassé notre objectif. Nous avons réussi à financer 410 000 arbres, et si vous regardez cette carte-là, chaque point, chaque projet qu'on fait, ça s'insère dans une perspective de rétablissement de la connectivité écologique, de carte de services écosystémiques qu'on produit dans nos laboratoires, et on est en train, de notre façon, de mettre notre pierre dans l'édifice. Même pour être certain que nos arbres fonctionnent, ça c'est mon petit côté curieux scientifique, avec une étudiante, on a été poser des caméras trappes dans des arbres qu'on avait plantés dans les milieux agricoles, et on a vu que finalement, dans des coulées agricoles qui étaient complètement délaissées, qui étaient sensibles à des glissements de terrain, eh bien, les arbres qui poussaient, les aménagements qu'on faisait sont finalement devenus réellement des corridors naturels utilisés par la grande faune. Raton laveur, coyote, renard, cerf. Et petit à petit, avec ces projets et d'autres qu'on fait, bien, on s'engage dans la reconstitution de la connectivité des basses terres du Saint-Laurent. Ce qui me motive et ce qui me fait dire que tout le monde a sa place dans cet agenda de transition écologique, c'est juste avant la pandémie, encore une fois, mais on a été 500 000 personnes dans les rues de Montréal pour demander une action sérieuse sur les changements climatiques.
Moi, ça m'a beaucoup touché, puis c'est ça qui me motive avec mon groupe aussi à en faire plus, parce que je crois que pour ces gens-là, tout comme moi, c'est ça que je retiens de l'année 2021. Je retiens des dômes de chaleur et des incendies dans l'ouest du Canada. Je retiens des sécheresses historiques dans le sud-ouest américain. Je retiens des inondations meurtrières en Europe, des fontes inégalées de glaciers, notamment au Groenland. Et je terminerai, vous pouvez pas, vous m'en excuserez, je ne pouvais pas m'empêcher de le faire, mais un parallèle boiteux entre les crises de la COVID-19 et les crises climatiques et de la biodiversité. Parce que qu'est-ce qu'on vit dans les 2 dernières années? On vit une situation qui nous montre qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales, que la science n'est pas toujours prise au sérieux comme elle aurait dû l'être dans une façon préventive, qu'il y a des conflits sociaux, qu'il y a des tensions sociales. Et je vous dirais que pour moi, dans ma lecture, la pandémie, les changements climatiques, la crise de la biodiversité, c'est la même chanson, mais qu'on joue à des tempos différents. Et lorsque je vous présentais cette étude sur les changements d'espèces, toutes ces informations-là, je dois vous dire que je souffre d'éco-anxiété parce que j'ai 3 magnifiques enfants. Louis a 7 ans, Théodore 5 ans, Claire a 3 ans. On est allés en canot-camping cet été ensemble. Puis, c'est pour eux que je me bats, que je me lève chaque matin parce que 2050, carboneutralité, c'est demain matin, c'est quand mes enfants vont avoir mon âge. Je pense que c'est une responsabilité collective envers nos enfants, leurs contemporains et les générations futures d'aujourd'hui. Oui, respecter la réglementation. Oui, suivre des courants législatifs, politiques, les sentiers battus, mais je pense qu'il faut aussi en sortir et être capable de se poser des questions autant comme individu, autant à l'intérieur de nos organisations pour en faire plus, parce que la situation le demande. Donc, 50 ans plus tard, quel est ce bilan? Le bilan, il est très difficile d'un point de vue des changements globaux, mais il est aussi nourri d'espoir parce qu'on a été capable de réaliser de grandes choses au Québec comme humanité, comme collectivité. On a des enfants, on les aime et c'est en s'engageant aujourd'hui qu'on sera capable de s'inscrire dans ce réel et bon chemin de transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. C'était très inspirant. Je pense que la salle partage le même sentiment que moi. On a encore, c'est fabuleux, on a encore quelques minutes pour prendre des questions, si tu le veux bien, des questions qui pourraient être spontanées de la salle ou si des gens voudraient envoyer des questions par voie virtuelle. On aura encore quelques minutes. Sinon, s'il n'y a pas de questions qui se manifestent, on pourra... Ah! Bien, je ne voulais pas savoir poser une question, mais je vais en poser une. Bien, merci d'abord pour votre engagement dans des entreprises non culturelles. Je pense que c'est important qu'il y ait des gens jeunes... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Excusez, je ne suis pas sortie souvent dans les 2 dernières années. Je me demandais, je vais y aller avec une question un peu plus scientifique, là, si vous permettez, là, dans la réalisation des bénéfices des écosystèmes économiques sur différents, vous avez appelé ça des services écosystémiques, si je ne me trompe pas. Je l'ai peut-être manqué, mais je n'ai pas vu ce qui était qui était en lien avec la santé. Par exemple, on sait que là, la canicule à Montréal cause une pression au système de santé sur les personnes les plus vulnérables. J'ai la chance d'être dans un quartier où il y a beaucoup d'arbres à Montréal. Je vois vraiment la différence quand je me déplace au centre-ville. J'en parlais plus tôt durant le dîner, durant la pandémie. J'ai eu l'occasion d'aller m'échapper au jardin botanique plusieurs fois. Puis il y a vraiment un bénéfice vous parlez d'anxiété, bénéfices sur les maladies respiratoires, etc., d'avoir des écosystèmes. J'ai l'impression que ce n'est pas bien compris de la population. J'ai l'impression que la population s'appropriait mieux ces bénéfices-là d'être autour de milieux naturels, que peut-être la pression serait plus grande auprès des gouvernements puis au niveau de la façon de voter, etc. Fait que je vais avoir votre perspective sur ce point-là, puis de voir qu'est-ce qui manque, selon vous, dans la conscience collective, dans la conscience politique pour vraiment se servir de ces écosystèmes-là pour notamment réduire les gaz à effet de serre et amener tous les autres bénéfices. Oui,
C'est bon. Oui, c'est parfait. La science, elle est très claire là, sur les bénéfices de l'environnement pour la santé humaine, là, que ce soit cardio-respiratoire, santé mentale. Il y a beaucoup d'indicateurs. Il y a même des mouvements, le Shinrin-yoku au Japon, où on dit vraiment, là, littéralement, c'est prendre un bain de nature, et ça a été documenté avec des niveaux d'hormones de stress, etc. Donc, ça, c'est connu. Après ça, on est capable de penser à de l'aménagement. Donc, comment utiliser, par exemple, une canopée pour lutter contre les îlots de chaleur ou une série de paramètres comme ça. Là où c'est plus difficile, c'est un peu les occurrences, soit de morbidité ou de... Est-ce que, par exemple, c'est un événement climatique, une vague de chaleur, à quel degré c'est diminué par un couvert d'ombrage et à quel degré ça va affecter une personne qui est dans une situation vulnérable. Donc, on sait que oui, ça a des bons effets. On est capable de penser l'aménagement pour des impacts de changement climatique, mais ensuite, lorsque c'est le temps de faire des indicateurs très concrets, parce qu'on aime ça avoir des chiffres, tu sais, on a augmenté de 10 la canopée, ça a sauvé 100 vies, bien là, les marqueurs d'incertitude sont plus grands. Et je vous dirais, au niveau de la littérature scientifique dans ce domaine-là, on s'est beaucoup amusé là, dans les années 90, 2000, 2010 à transposer les services écosystémiques en valeur monétaire. Je vous en présentais ici. Moi, j'ai moi-même mes propres réserves par rapport à ça, mais nos outils de prise de décision sont tellement formatés là-dessus qu'à un certain moment, il faut un petit peu jouer le jeu. Là, et là, la littérature scientifique, elle migre tranquillement dans les services écosystémiques sur des questions de justice environnementale, justice distributive, donc d'accès à certaines ressources, et plus nécessairement monétaire. Elle migre aussi vers des indicateurs de santé, malgré les impondérables que ça peut avoir, et elle revient aux premiers indicateurs biophysiques. Donc, combien de mètres cubes d'eau je suis capable d'éviter. Donc, ça, c'est un élément. Pourquoi c'est pas complètement, c'est pas facilité, engagé? Là encore, c'est une question d'internalisation. Donc, il n'y a pas de marché économique pour la plupart de ces services écosystémiques-là. Et à certains égards, ce serait contre-productif de vouloir en développer. Par contre, il y a de nouveaux marchés émergents qui peuvent être considérés. On a un processus au Québec, la Bourse du carbone, le système d'échange et de plafonnement. Et ça faisait des années qu'on se disait pourquoi ne pas reconnaître le carbone forestier? Pourquoi un arbre qui pousse? Oui, il y a des incertitudes, mais il y en a aussi sur des solutions plus technologiques. Bien, il y a eu un protocole qui a été dévoilé il y a quelques semaines par le ministère de l'Environnement. Il y a une période de consultation qui se termine demain et ce protocole sera en action. Donc, tranquillement, on est capable pour favoriser les services écosystémiques, les infrastructures naturelles, les solutions nature, mais je pense qu'il y a une dimension de sensibilité populaire, d'acceptabilité sociale, de pression politique, mais aussi il faut réfléchir à des outils. Donc, des lois qui reconnaissent ça, des politiques qui donnent des grandes tendances et des programmes qui les mettent en œuvre. Donc, ce protocole sur le carbone, c'est un des exemples qui s'en va dans une bonne direction. Le plan pour une agriculture durable avait 125 millions. On découple la production agricole de biens alimentaires et on l'amène vers la production de biens non alimentaires, de biens environnementaux. Donc, il faut se mettre dans les souliers des acteurs économiques et d'être en mesure d'offrir les bons incitatifs. C'est comme ça qu'on réconcilie économie et écologie. Merci. Merci. Courte question. Bonjour, Jean-Olivier Tremblay d'Hydro-Québec. Je trouve ça très, très intéressant, votre projet de plantation d'arbres. Puis ce que vous présentez, ça semble tellement évident, ça tombe sur le sens que j'aimerais savoir. Puis, tu sais, comme nous, comme citoyens, on se désole, là, tu sais, quand on voit des stationnements de centres commerciaux sans arbres, qui sont des îlots de chaleur. Même à Montréal, il y a des rues qui n'ont pas d'arbres, là. C'est quoi les principaux obstacles que vous rencontrez? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? C'est sûrement pas qu'une question d'argent. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est parce que on manque d'infrastructures pour avoir des pousses d'arbres à planter? Qu'est-ce que vous avez identifié, vous, dans vos démarches des dernières années comme obstacles à surmonter là-dedans? C'est une très bonne question et en fait, il y a des obstacles partout. Autant il y a d'opportunités, autant il y a d'obstacles. Je dirais que ça dépend un peu du territoire sur lequel on se trouve. Je prendrai, M. Ribault pourra me corriger, mais sur l'île de Montréal, la durée de vie d'un arbre, c'est entre 5 et 10 ans, même si sa maturité potentielle est à 75-80 ans, parce que sa survie, elle dépend de la qualité et de la taille de la fosse, notamment. Donc,
lorsqu'on veut planter un arbre, si nos travaux d'ingénierie, de réfection d'aqueducs, de construction de trottoirs n'ont pas pris en compte l'espace naturel de besoin pour ça, bien, on s'amène vers un arbre qui n'atteindra pas sa pleine maturité. Ça, c'est sans parler des blessures, des espèces invasives. Il y a une série de pressions, qu'elles soient anthropiques ou naturelles, qui viennent intervenir. Et souvent, les solutions, on les a. Là. Après ça, c'est une question de règlement, d'argent, de capacité d'exécution de ça. Lorsqu'on tombe dans un territoire agricole, bien, c'est une tenue de terre privée. Fait qu'il faut vraiment aller cogner à la porte de chaque agriculteur, le sensibiliser à un autre type de terre agricole, hein, parce que chez ceux qui font de l'agriculture plus intensive, c'est un champ propre, c'est un beau champ bien dégagé. On ne veut pas voir de bandes riveraines élargies avec une pousse spontanée d'herbes et d'arbustes, même si les bénéfices écologiques sont là. Donc, on a besoin d'avoir un support économique qui va dire, vous vous engagez à ne pas cultiver 5, 10, 20 mètres. Donc, il faut vous payer la contribution. Il faut vous donner l'accompagnement pour planter, entretenir. Puis ensuite, bien, il y a toute la question sociale, la question culturelle, de dialogue. Donc, je pense que les solutions... Il y a beaucoup d'obstacles et les solutions sont multiples. On doit avoir des perspectives descendantes, dont des programmes, des soutiens qui sont là, mais aussi des initiatives locales qui les font naître. Et quand je disais tout à l'heure, protéger et restaurer, il faut aussi se rendre à l'évidence que ce n'est pas tous les projets qu'on va faire qui vont être remplis de succès. Donc, il y en a des arbres qui vont mourir, il y a des écosystèmes où la restauration n'aura pas bien fonctionné. C'est pour ça qu'il faut rapidement, moi je prends même un moratoire là, sur la transformation de nos écosystèmes naturels. Il en reste tellement peu, surtout dans les régions urbaines. On devrait protéger ce qui reste, puis ensuite se donner des agendas ambitieux avec les moyens de faire des restaurations. Et je dirais peut-être, là, c'est un aspect peut-être plus moyen, long terme, mais il y a de la pédagogie à faire. Je pense que quand des acteurs économiques, sociaux, les communautés culturelles vont comprendre qu'on est capable d'intégrer, de réintégrer de façon plus dynamique la nature dans nos milieux de vie, bien, c'est des bénéfices à bien des égards. Là. Merci à vous. Jérôme, je pense que tous les participants se joignent à moi pour te remercier chaleureusement pour la conférence. Ça a été très inspirant. C'est beaucoup d'informations intéressantes et beaucoup de pistes de réflexion. Alors, on va prendre une pause pour pouvoir permettre le changement de conférencier. Je veux juste me permettre, là, avant qu'on reprenne à 13h15, donner juste quelques éléments d'information à propos des questions. Parce qu'à mi-parcours, là, on peut voir là, comment fonctionne le système de questions virtuelles. Évidemment, il faut être conscient qu'on est en système hybride avec des gens en salle et des gens au niveau virtuel, ce qui fait qu'on doit faire des choix et regrouper certaines questions vu qu'on en reçoit énormément. Et on est conscient qu'on ne peut pas poser toutes les questions selon le libellé qui nous est envoyé, mais on tente dans l'ensemble des questions, de regrouper le plus de sujets pour élargir la discussion au maximum. Donc, évidemment, on s'excuse pour les gens qui nous envoient des questions puis qui estiment qu'ils n'ont pas eu de réponse à leurs questions. C'est bien un inconvénient bien malheureux, mais on tente le plus possible d'avoir tous les types de questions qui peuvent nous être envoyées. On espère que pour les 2 autres panels de l'après-midi, qu'on pourra diversifier au maximum les questions. Alors, je vous invite à prendre une courte pause et de nous revenir vers 13h15. Alors, une courte pause avec vos masques. Quand je suis là.